Alors, Stéphane, ce concert pour la Palestine, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lequel? J'en ai fait beaucoup. En Turquie, là. On va dire celui qui a été déclencheur de ton futur exil. Oui, bah c'est un tout, c'est pas un concert qui a été déclencheur de mon futur exil, c'est le fait d'avoir fait ça, refait, et puis d'avoir parlé en disant c'est pas possible parce que les Israéliens sont en train de foutre à Gaza, c'est plutôt ça, c'est pas juste un concert, mais effectivement, de toute manière, maintenant, on sait bien que toute personne, même qui est pour le boycott d'Israël dans les colonies, c'est devenu illégal, être anti-sioniste, c'est être antisémite, enfin, donc on peut plus rien dire ni rien faire. Mais effectivement, ça fait très très longtemps que je fais des concerts pour les Palestiniens. J'en ai fait en France. Bon, maintenant, je peux plus, évidemment. J'en fais encore en Turquie. J'en ai fait il y a pas longtemps. Attends, et pourquoi tu dis je peux plus en France, évidemment? Bah, parce que, de toute façon, que ce soit pour les Palestiniens ou pas pour les Palestiniens, maintenant, avec la fine équipe que j'ai aux fesses, c'est-à-dire la même que celle de Dieudonné, hein, quand un directeur d'un festival m'invite, bon, le mec peut être sûr que 2 jours après, il a des menaces téléphoniques et tout ça pour que ça ne se fasse pas. Parce que les gens agissent. Bah, bien sûr, on sait très bien ce que c'est. La Palestine avec un concert, c'est ça? Oui, bien sûr. Et puis parce que j'ai refusé de cracher à la figure de mon pote Dieudonné, de Daniel Prévost, d'Alain Soral, etc. Voilà, donc ça suffit. Juste ça, déjà, Mais ils essayent de te. Voilà. Donc, moi, même par sécurité pour eux, parce que moi, il y a des gens qui me disent mais on s'en fout, on vous invite. Si vous voulez, mais vous allez voir, c'est pas la première fois. On arrivait jusqu'à des menaces de foutre une bombe ou ce genre de truc, ou harcèlement sur l'organisateur et sa famille. Non, c'est pas supportable. Donc, mais on n'est plus dans un état de droit en France, on le sait. Tant qu'il y aura des groupes comme la LDJ qui sont interdits, même aux États-Unis et en Israël, qui se permettent de menacer qui ils veulent, c'est impensable. Donc maintenant, voilà, de toute façon, la France est sortie de l'histoire. Hein, est sortie de l'histoire, il faut bien s'en rendre compte. Alors on est toujours, comme quand même français de cœur, on espère toujours qu'il y a un réveil massif, mais franchement, franchement je ne le vois pas. Les gens qui sont éveillés, ils le sont déjà, c'est quoi, je ne sais pas, peut-être 5% de la population, 7 si on veut, et encore, très gentil, donc 5. Et donc, dans ces concerts pour la Palestine, tu avais aussi financé un conservatoire là-bas? Bah, c'est-à-dire qu'on essayait de récolter un peu d'argent pour faire un conservatoire, pour faire venir des instruments de musique, des choses comme ça, quoi. Voilà, on participait à des trucs. Bon, les gens qui participaient à ça, il n'y en avait pas des masses, c'est sûr, et puis on faisait ça ou en France ou à l'étranger. De toute façon, ce conservatoire, il y a eu le conservatoire donc, de Gaza qui a été construit, il a été détruit, c'était pendant les frappes en 2014, je crois, ou 2014, il me semble. Enfin, bon. Donc maintenant, moi, je continue à faire souvent ici en Turquie des concerts pour les Palestiniens. Ben, là, on a encore le président turc hier qui a l'ONU à bien secouer tout le monde là-dessus. Voilà, au moins on essaye. Mais c'est vrai qu'on en est arrivé en France. Même le mot, on ne voit plus de journalistes, même le mot palestinien ou Palestine ne l'emploie plus. On en est arrivé là. Donc pour toi, finalement, aujourd'hui, il était impossible de retourner jouer même en Palestine et il était impossible de retourner en France. Bah oui. Ni l'un ni l'autre. Bah, c'est-à-dire, pour jouer en Palestine, il en était question justement avec les gens d'ici, enfin je ne vais pas en dire plus, mais effectivement c'est quand même pas très sécure. Et en France, je veux dire, vu les harcèlements, enfin c'est procès sur procès, menaces de mort, etc., ils ont même été menacés ma mère. Donc moi c'est pas que j'ai peur pour moi, pour ma sécurité personnelle, hein, je sais me défendre, mais c'est que de toute façon,
si on organise un concert là-bas, ces gens-là n'ont aucune limite, ils peuvent faire n'importe quoi, ils vont harceler l'organisateur, ils n'ont que ça à foutre, quoi, les mecs. Donc moi je préfère lutter de l'extérieur et faire ce que j'ai à faire. Bon, les gens qui me suivent, ils peuvent me suivre par internet tant qu'on ne te ferme pas encore tes chaînes, sinon c'est pas grave, t'en ouvres une autre, puis voilà. Mais là, la France, c'est un pays occupé, ça je crois que ça se voit. D'ailleurs, les gens comprennent mieux. Quand je disais il y a 10 ans que les Français allaient finir par vivre comme les Palestiniens dans leur pays, il y avait des gens qui me disaient « ouais, mais bon, c'est un peu exagéré ». Là, je crois qu'avec ce qu'on voit maintenant, il n'y a plus personne pour dire ça. Hein. Quand on voit la police d'occupation qui éborgne les grands-mères, tabasse le peuple, enfin, les gilets jaunes en savent quelque chose. Donc maintenant, tout le monde a bien compris qu'on est en dictature totale. Voilà. Et espérons un éveil, mais en tout cas, c'est pas par les élections que ça va se passer. Alors, tu as décidé de quitter la France à quel moment, du coup Je vais dire, de toute façon, indépendamment de ces problèmes que j'ai avec ces gens-là, ça fait longtemps que j'en avais marre et que je venais de plus en plus souvent en Turquie. Mais disons qu'à l'élection de Macron, ça a été la goutte d'eau, je suis parti. J'ai quitté la France et je suis venu m'installer dans mon pays de cœur, où on peut encore dire du mal de la politique de Netanyahou sans risquer d'aller en tôle ou d'avoir des procès. Voilà. Donc, toi, ton combat, il est uniquement antisioniste, il ne s'agit pas dans ton discours de nier la Shoah ou d'être dans un discours négationniste, t'es pas du tout là-dedans, toi. Oui, non, c'est pas mon truc. En même temps, bon, on n'a pas le droit, mais l'histoire je sais qu'il y avait énormément de Juifs qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire des 6 millions, c'est vrai que ça a un peu de mal à passer, mais ça, même la plupart des Juifs le disent. Mais je suis pas dans ça, il n'y a pas besoin d'être dans le révisionnisme ou dans le négationnisme pour qu'ils vous prennent pour cible. Au contraire, je pense qu'ils ont besoin de ça. Donc moi, simplement, ce que je dénonce, c'est ce que dénonce Soral aussi, c'est-à-dire la mainmise d'une fine équipe d'associations de malfaiteurs sur la France. Hein. C'est insoutenable. Le CRIF, ça n'a rien à foutre en France, c'est tout. Tu es en France, tu es français, tu n'as pas à avoir normalement la République. Je ne suis pas spécialement républicain, je sais ce que c'est que la Révolution française, mais cela dit, puisqu'on est en République, on est censé, les citoyens doivent être égaux en droit, et la République ne reconnaît pas les communautés. Hein, c'était Clermont-Tonnerre qui disait tout pour le citoyen, rien pour le communautaire. On est arrivé exactement au contraire. Donc il n'y a plus que des communautés, dont une qui dirige tout, mais par certaines personnes. Hein, et c'est arrivé jusqu'à des excès que, enfin maintenant, tout le monde le voit. On ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir. Mais voilà, c'est totalement scandaleux. Et puis de toute façon, on a un système de corruption en France. Je veux dire, c'est une république bananière, hein, c'est tout. C'est une république bananière, la France. Et donc, ce qui se passe en ce moment en France, c'est ces vagues migratoires qui sont financées par Soros, les ONG. Tu penses que c'est lié aussi avec tout ça? Oui, bien sûr, ça c'est un plan à long terme. D'ailleurs, il suffit d'écouter certains rabbins dans leurs vidéos sur YouTube pour comprendre. D'abord, moi je sais faire la différence entre des vrais et des faux réfugiés, parce que je vis ici, on a des réfugiés syriens. Combien de réfugiés syriens en Turquie? Officiellement, un peu plus de 4 millions, et officieusement, c'est au-dessus de 5 millions. Mais là, en tout cas, sont des gens qui... Il y a des familles, c'est-à-dire, t'as le mec, mais t'as sa femme, t'as des enfants, t'as une famille. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui est en train d'entrer en France en ce moment, c'est que du jeune mâle entre 15 et 28 ans, et encore 15 et 25, où sont les mères, où sont les femmes, où sont les enfants? Non. Alors, faut pas déconner, c'est des jeunes mecs en plein âge de se battre. Au lieu d'aller se battre dans leur pays, ils viennent ici. Et viennent pour quoi faire? Et où est leur famille? S'il y a des réfugiés, c'est quand même les femmes et les enfants d'abord, on dit. On ne voit que des jeunes mecs qui arrivent seuls. Ils nous disent qu'ils sont des réfugiés syriens, on n'en a aucune preuve, puisqu'on sait très bien que la plupart du temps, ils brûlent leur carte d'identité exprès, donc ils arrivent. Quand on leur demande qui ils sont, on n'en a absolument aucune preuve. C'est pas des réfugiés syriens, la plupart. Donc, effectivement, le jour où ça va péter, ça va être absolument terrible. Et puis, l'État profond va essayer de foutre ça sur le dos des musulmans. Mais je ne sais pas exactement qui ils sont, mais quand tu vois arriver des dizaines de milliers de jeunes mecs de cet âge-là qui arrivent seuls, quand même de quoi se poser des questions. Si c'était des réfugiés, ils ont des mères, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Voilà. Donc, de toute manière, qu'on soit pour ou contre l'arrivée de migrants, moi, évidemment, je suis contre, parce que, je veux dire, ces jeunes
Si c'était pas manipulé, tout ça, on peut les aider, leur donner des armes, et puis ils vont se battre chez eux. Hein. Je sais pas, enfin, c'est quand même logique. On envoie nos jeunes à nous aller se faire trouer la peau pour un conflit où ils n'ont rien à foutre du tout. D'ailleurs, pour soutenir le pétrole plus qu'autre chose. Hein. Et en même temps, on prend tous les jeunes en âge de se battre, et on ne sait même pas si c'est des Syriens. Enfin, c'est le grand n'importe quoi. Par contre, en Turquie, il y a de vrais Syriens, évidemment, parce que ne serait-ce que par la Turquie a une frontière commune avec la Syrie, et c'est sûr que la Turquie n'avait pas d'autre solution, sinon ça aurait été le chaos d'abord en Syrie. Ces gens seraient sans doute morts ou auraient été récupérés par des groupes terroristes qui les auraient armés en leur disant voilà, je te nourris, mais tu attaques un tel, etc. Ça aurait été un chaos sans nom. Donc, effectivement, la Turquie a pris ses réfugiés. Moi, j'ai visité les camps en question. Les Turcs ont fait un travail fantastique là-dessus, avec des maisons préfabriquées, des stades de foot, des infirmeries. Enfin, c'est assez incroyable. Mais bon, maintenant, évidemment, le nombre est devenu colossal. C'est-à-dire, on a à peu près 4 millions qui sont officiellement, et donc qui sont régularisés, on sait qu'ils sont là, ils sont réfugiés, et puis il y a 1,5 million peut-être qui sont rentrés comme ça, on le sait. Voilà. Et, alors, donc finalement, tu as été très bien accueilli ici, en tant non seulement que pianiste, en tant que musicien, mais surtout finalement en tant que pro-palestinien, ou en tant qu'anti-sioniste. Oui, bah les deux, souvent. Et puis, c'est pas tous les jours, effectivement, qu'un artiste européen, français, parle le turc, aime la Turquie, vraiment, la défend, parce que je suis absolument scandalisé. Comme en plus, c'est mon pays d'accueil, ça m'exaspère encore plus quand j'entends les médias occidentaux raconter des conneries, des trucs absolument incroyables sur la Turquie. Enfin, tu as dû voir la première fois donc, où tu es arrivé. Enfin, tout ce qu'on dit est très exactement l'inverse de la vérité. Donc, systématiquement, c'est même pas que c'est pas vrai, c'est que c'est systématiquement le contraire. Le problème, c'est qu'évidemment, les Français ou les Occidentaux qui ne sont pas venus ici, ils ne le savent pas. Donc, ils croient toutes ces conneries-là. Bon, ça, c'est les chaînes, voilà, c'est TF1, c'est BFM, c'est toutes ces chaînes-là. Alors, il y a des raisons économiques, ils font ça pour faire peur aux touristes, alors que tous les gens qui viennent une fois, ils reviennent 10 fois, quoi. Mais voilà, tout ça, il y a évidemment des histoires de gros sous derrière, et puis aussi pour essayer de punir la Turquie, de tenter sous Erdogan de sortir de la dépendance à l'OTAN, aux États-Unis, et d'essayer de lutter contre la politique d'Israël. Donc effectivement, c'est aussi pour ça que la Turquie est de plus en plus critiquée pour essayer de faire peur aux Occidentaux, alors qu'en fait, la Turquie, c'est un pays souverain, mais c'est un pays souverain depuis que Erdogan est là. Sinon, effectivement, avant Erdogan, la Turquie faisait, avant 2002, elle faisait ce que les États-Unis ou Israël lui disaient de faire. Hein. Sauf pendant la courte parenthèse où il y a eu le Premier ministre Necmettin Erbakan qui était au pouvoir, mais les kémalistes l'ont fait tomber par un coup d'État, donc voilà. Donc, c'est la plus grande période de stabilité, c'est maintenant, c'est depuis 2002, depuis qu'Erdogan est au pouvoir. Que dire à tous ceux qui disent que justement Erdogan est un extrémiste musulman, voilà, fanatique musulman? Ouais, bah que leur dire, bah toi t'as pu voir, leur dire venez ici, vous allez voir, parce que je veux dire, si un fanatique musulman, bon, il est au pouvoir depuis plus de 17 ans, à la tête de l'État, hein, bon, je veux dire, t'as vu comment on vit ici, les femmes sont ultra modernes, sous UV, souvent en mini-jupe, tout le monde picole partout. Bon, les plus conservateurs qui boivent pas d'alcool, voilà, ils le font pas, mais il n'y a aucune pression. Les femmes turques sont d'un modernisme même qu'on peut dire assez étonnant. Donc tout ce qui est dit est faux. Simplement, lui, oui, il dit c'est un croyant, voilà, mais quelqu'un de très ouvert. Il cherche pas à empêcher les autres de vivre comme ils veulent. Il cherche simplement à faire respecter les conservateurs du pays, c'est-à-dire des gens qui veulent vivre autrement, qui ne veulent pas que la Turquie devienne une base, une colonie américaine ou israélienne, et voilà. Mais sinon, il a toujours laissé les gens vivre comme ils voulaient. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie de la propagande. À partir du moment où il devient dangereux pour l'OTAN, pour Netanyahou, etc., il fallait bien le diaboliser. Et ça passe toujours par les mêmes méthodes. Voilà. Donc, au final,
tu es un Français qui est interdit de retourner dans son propre pays, pratiquement. Enfin, sauf si tu affrontes la justice, les condamnations et peut-être même voilà, les grosses amendes à payer, peut-être, enfin les grosses amendes, les grosses condamnations. Et au final, donc tu te retournes dans un pays où tu te sens finalement beaucoup mieux, Clairement. qui est plus proche de la vérité. Mhm. Qu'est-ce qui risque de lui arriver à ce pays avec toute cette coalition contre lui, États-Unis, Israël et peut-être d'autres? Je suis très confiant. La Turquie, c'est un pays pivot. Et Erdogan est un grand stratège. Alors, j'espère bien sûr qu'il restera le plus longtemps possible au pouvoir, parce que bien sûr. Mais le pays sait se défendre quand même. Et je pense que les gens ont quand même bien ouvert les yeux. Alors évidemment, il y a d'un côté, oui, les néo-ottomans, de l'autre côté les kémalistes, mais de toute manière, la plupart des Turcs n'ont pas envie d'être sous les ordres d'une organisation ou une autre. Mais il est vrai que parmi les kémalistes, il y a beaucoup de gens qui sont pro-Union européenne, pro-OTAN, pro-Israël, etc. Voilà. Mais je pense que le côté d'Erdogan et de ceux qui sont compatibles avec lui est maintenant quand même plus fort. Je ne crois pas dans un retour de l'ancienne Turquie. Mais cela dit, il faut se méfier. On sait, ils ont tout essayé avec Gezi Parke, après avec le coup d'État du 15 juillet, ils ont tout essayé. Ensuite, ça a été des attaques sur la livre turque. Ils essayent tout pour déstabiliser le pays, l'affaiblir, on le sait. Mais j'ai confiance. De toute façon, c'est un pays suffisamment solide et je ne crois pas qu'ils pourront parvenir à leur fin. Voilà. Alors, et ton pays, alors, enfin ton pays, cette France, alors, qu'est-ce que tu lui réserves, qu'est-ce que tu lui prédis comme avenir d'abord proche et éventuellement à court terme, au moyen terme, au long terme? Je ne sais même pas si j'ai envie d'en parler, parce que là, pour le coup, tu me demandes, je réponds toujours franchement, j'ai pas de bonnes nouvelles à donner. Je pense qu'on va à une catastrophe absolue, on va à une guerre civile qui sera créée. Bah, il suffit d'écouter la manière dont parle le Sayan Moïse Zemmour, dit Eric, enfin Moïse à la synagogue, Eric à la télévision, qui appelle en permanence à la guerre civile. On n'a jamais vu quelqu'un qui prétend être... C'est quand même marrant déjà, un type avec la tronche qu'il a, qui est français de papier du décret Crémieux, avec une tête de dromadaire, qui se prétend plus français que les Français dits de souche. Moi j'ai horreur de ce concept de Français de souche, c'est pas mon truc, etc. Mais quand c'est un mec comme Zemmour, avec la gueule qu'il a, qui va dire, bah celui-là, vu sa tête, il peut pas être français, celle-là, vu son prénom, elle peut pas être française, je me dis, mais le mec, ils ont quand même un culot extraordinaire. C'est fantastique. Et donc, à chaque fois, dans ces passages à la télévision, il pousse à la haine, il panique les gens, il appelle de ses voeux. En fait, on dit, de toute façon, ça finira par une guerre civile. Hein. La guerre civile arrive, elle arrive. On n'a jamais vu un vrai patriote souhaiter une guerre civile. On peut souhaiter une révolution, etc. Mais une guerre civile, c'est bien que c'est une catastrophe. Il appelle la guerre civile en espérant que l'armée israélienne aura bien inspiré les forces de l'ordre françaises. Voilà, et puis s'il n'y en a pas, l'État profond ou le Mossad va bien organiser quelques attentats sur le territoire français en nous disant que le type a crié Allahu Akbar, et puis on passe ça sur BFM et c'est bon. Voilà, bon. On connaît leur méthode. Le problème, c'est même pas ça. Enfin, si, c'est ça, mais le problème, c'est que le peuple ne se réveille pas du tout. C'est effrayant. Même quand il se réveille, c'est un éveil très, très modeste. Donc, il arrive à se faire manipuler en permanence. Et bon, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire. Donc, je pense que ça va très, très, très mal finir et qu'il faut déjà faire très attention à ce qui se passe avec ces entrées de faux migrants, parce que c'est pas normal. Il faut... c'est pas simplement dire Macron démission, parce que Macron c'est qu'un pion de la banque Rothschild, mais ce qui viendra après, ça sera pas mieux. C'est les institutions qu'il faut changer. Il faut sortir le Ramphibus du Conseil constitutionnel, il faut s'en prendre à la banque Rothschild, il faut exiger que la loi de 1973, qui nous a ruinés, la loi Rothschild, passé par Pompidou, qui était lui aussi un agent de la banque Rothschild, et qui fait que maintenant on a une dette colossale simplement à cause des taux d'intérêt, alors qu'avant, comme tout peuple souverain, on pouvait simplement faire fonctionner la planche à billets avec la Banque de France. Bon, tout ça, c'est vraiment de la haute trahison. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faudrait que le peuple français fasse pression pour faire rétablir le crime de haute trahison, et puis au-delà de le faire rétablir, le faire fonctionner. Alors là, on aurait en effet de l'espoir. Mais sinon, c'est un jeu, tout ça. Donc, c'est pas en criant Macron démission que ça va avancer. Moi, c'est pareil, je partage le même écœurement que tout le monde par rapport à ce que fait Macron, mais
les autres sont pas mieux. Ils passeront de piège en piège comme ça. Hein. Je veux dire, Marion Maréchal, moi j'en ai pas envie du tout. Hein. La fille d'un agent du Mossad qui se fait passer pour Jeanne d'Arc et qui n'est entourée que de mecs comme Zemmour ou Golnadel, moi j'en veux pas. Mais j'ai bien peur que les gens tombent dans le panneau. Donc pour moi, c'est ni Macron ni Marion Maréchal. Il faut qu'on revienne à... Alors ça serait qui alors? Mais je m'en fous. C'est oui. parce que de toute façon, je sais comment est le système maintenant. Il ne pourra pas, tant qu'on n'aura pas touché au système, tant qu'on n'aura pas touché à cette caste, cette bande de menteurs, à ces chaînes de télévision qui racontent n'importe quoi, on n'y arrivera pas. Donc, et le système est tenu automatiquement par les mêmes? Absolument. Voilà, donc c'est le Conseil constitutionnel, c'est quand même les gens qui font nos lois. Monsieur Laurent Fabius, du sang contaminé, et son voleur de fils, qui a volé des centaines de millions d'euros, détournement de fonds, escroquerie, il était recherché par les États-Unis. Il vit dans 800 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés, dans un appartement qu'il a acquis dans des conditions où personne ne connaît rien, parce qu'il n'a pas de revenus. Bon, mais il a le droit, c'est Fabius, donc si on dit ça, on est antisémite. Très très bien. Bon, je veux dire, ça suffit. Ça suffit leur connerie. Il faut que ces gens dégagent. Et si les Français veulent faire quelque chose, ils savent où aller. Voilà. Ils vont voir monsieur Laurent Fabius, ils lui demandent de foutre le camp. Ils font fermer le Conseil constitutionnel, ils font pression sur l'Assemblée nationale, eux demander une dissolution qui ne changera rien parce qu'on n'a pas de proportionnel. Ils font pression dans la rue pour revenir au crime de haute trahison. Ça a une chance. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça a une chance. Mais si on ne s'y prend pas par ce biais-là, c'est pas même... on peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et alors, ça a changé quoi? L'Assemblée nationale, elle a été dissoute par Chirac, je ne sais plus quand c'était, en 2000 ou en 97, je ne sais plus, peu importe. Ça ne change rien. C'est un jeu. Non, c'est tout ce système qui est totalement corrompu. Et pour les Français, il faut changer le système. Qui prennent conscience d'abord. Voilà, c'est ça. Et puis évidemment, alors là, s'ils en ont un peu, qu'ils retirent leur argent des banques, parce qu'il va y avoir un écroulement total. Les Rothschild ont repris tout leur pognon, ça. Il va y avoir la crise des années 30 en Allemagne à côté, c'est rien du tout. Hein. L'écroulement bancaire, là, tout ça, c'est prévu. Donc, quand ça va vraiment péter, ça va être terrible. Heureusement, il y a l'écologie et la taxe carbone. Voilà, la taxe carbone, on a eu tous les franco-israéliens qui sont partis avec tout l'argent, hein, des dizaines de milliards. On a mis Bruno Gollnisch avait dénoncé ça, personne ne l'a suivi parce que tout le monde a la trouille. Donc ces mafieux qui nous ont volés et qui sont planqués en Israël, évidemment, quand la justice française avait demandé à Israël de nous les livrer, je dis allez vous faire voir, il se trouve que c'est encore une fois des franco-israéliens, hein, c'est pas moi qui l'invente, ça s'est prouvé. Plus de 2 milliards d'euros. Voilà, déjà ils sont partis avec plus de 2 milliards d'euros, mais c'est lié à des escroqueries encore beaucoup plus importantes. Enfin, j'ai vu des trucs hallucinants. Enfin, dans tous les cas de figure, ça finit toujours comme ça. Mais chaque taxe qu'on essaie de nous faire payer, c'est toujours pour nous entuber. Enfin, c'est totalement incroyable. Jusqu'où Mais Greta Thunberg, quand même. Greta Thunberg, ouais. Quand même. C'est bien ou c'est pas bien? Cette petite connasse a une paire de gifles au lit, quoi, et à l'école, voilà. C'est la fille de sa mère, je veux dire. Oui. Ouais, donc l'écologie, le réchauffement climatique, est-ce que c'est une arnaque? Greta Thunberg. Alors, Greta Thunberg. Greta Thunberg, donc déjà, pour toute personne qui a un peu d'instinct, bon, je veux dire, tu vois, déjà, une gamine de cet âge-là, ça ferme sa gueule, ça va à l'école, ça travaille, et voilà, c'est quand même la base déjà. Si on commence avec ça, c'est vraiment l'enfant roi, D'ailleurs, ça a à voir pour le coup avec le vrai satanisme. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de nos chers amis catho-tradis qui n'ont peut-être pas voilà, ils voient tous les musulmans comme des démons, mais ils sont... voilà, enfin, bon, je me tais. Bref, mais ça, ils ne voient pas, par exemple. Donc, déjà, la gamine, bon, elle va à l'école. Si on commence avec l'enfant roi, on est foutu, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça, c'est une démarche satanique. L'enfant roi, d'ailleurs, l'enfant conquérant, ça, c'est une des démarches pour le coup, le Léon d'Horus, effectivement. Hein. Alors d'ailleurs, bon, sa mère étant liée, parce qu'on a appris ça aussi, je ne le savais pas non plus, mais on a appris qu'elle était liée aussi à des groupes comme ceux de Marina Abramovic. Donc Marina Abramovic, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'histoire du Pizzagate qui est bien réelle, c'est la plus grande, et ça je le dis en connaissance de cause, parce que c'est quand même mon sujet, ça je sais un peu qui dirige quoi dans ces milieux-là, j'avais alerté là-dessus. T'as des gens qui crient au satanisme partout, quand t'as un groupe de hard rock qui fait un truc, il ne faut pas exagérer. Mais là, Marina Abramovic, elle est vraiment à la tête du satanisme mondial. Elle est considérée dans ces milieux-là
comme la grande prêtresse sataniste et en même temps la reine des sorcières. Ça marche comme ça. Il y a des séries télévisées, on voit sur Netflix ou autre, là, American Horror Story. Bon, il y avait eu cette saison terrible avec Lady Gaga qui a été initiée par Marina Abramovic aussi. Bon, voilà, là on est en plein satanisme. Donc maintenant, il suffit de regarder la tête de cette gamine, déjà on voit bien qu'il y a un truc qui cloche. Je veux dire, aucune expression sur le visage, c'est déjà un produit MK, enfin bref. Donc on apprend plus que sa mère est dans ces milieux-là. Donc tout ça c'est lié, tout ça c'est exactement la même chose, c'est ce même groupe. Alors, pour le coup c'est des vrais satanistes, des vrais satanistes, mais le problème c'est que, comme on dit, quand le sage te montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, quoi. Donc comme ça, la plupart des gens vont considérer comme sataniste un accord de musique. Il faisait déjà le coup à Franz Liszt en 1840, alors qu'il a fini abbé parce qu'il avait écrit la Totentanz ou Méphistophèles. Bon, bref. Et quand ils ont le vrai satanisme sous les yeux, ils ne voient que dalle, ils ne voient rien. Et ça, effectivement, ce sont des actions profondes, tendant à changer la société en profondeur, par une bande de satanistes qui se tiennent tous. Voilà. Et cette Greta, il faut lui fermer sa gueule et lui dire d'aller à l'école. Et on sait bien que ça prend. Ça prend chez beaucoup de gens, évidemment chez tous les gauchistes. Mais le gauchisme, c'est une maladie mentale, donc ça ne peut rien y faire. Mais même chez des gens de droite. Enfin, Greta, ça ne prend pas trop chez les gens de droite quand même, mais c'est pas très clair. Et en tout cas, quand on la voit maintenant, alors elle est reçue par Barack Obama, évidemment. C'est pour ça que je suis d'accord là-dessus avec Soral sur le fait qu'il vaut mieux qu'on ait Trump, même si je ne dirais pas que c'est un anti-sioniste avec ce qu'il a fait. Mais cela dit, Trump, au moins, il a le mérite déjà de ne pas nous avoir déclenché des guerres partout, ce qu'Hillary Clinton aurait fait. Et puis, effectivement, le fait que lui soit, je crois que Trump, c'est un baiseur de pute. Bon, mais c'est pas un pédophile. Donc, je pense que s'il n'était pas au pouvoir en ce moment, on n'aurait jamais eu les révélations sur l'affaire Epstein et sur tout ça. En gros, d'après ce que je sais de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, j'ai quand même des amis américains, ils me disent en gros, en ce moment, c'est une guerre entre la CIA et le FBI. C'est-à-dire que la CIA, c'est à 99%, ils sont avec Hillary Clinton, ils sont avec ces gens-là, voilà. Et le FBI, c'est le contraire, en gros. Donc en fait, c'est le FBI qui est plutôt pro-Trump, etc., qui essaie de faire sortir à tout prix toutes ces histoires de pédophilie. Et puis de l'autre côté, la CIA essaie de faire l'inverse, en gros. Donc c'est quand même une sacrée guerre, et je pense que Trump l'a lancée parce qu'il sait que, dis-moi, le type, il est emmerdé par deux anciennes stars du porno qui vont aller dire il m'a fait je sais pas quoi, etc. Attends, voilà, des stars du porno qui vont dire oui, j'ai couché avec lui, mais il m'a mis la main. Ou c'est pas des deux stars du porno, elles ont quoi, 45 balais, 50 balais maintenant, elles avaient 35 ou 30 quand. Voilà. Et en face de ça, tu as des gamins qui sont violés, torturés, assassinés. Donc, à mon avis, Trump s'est dit il n'y a pas photo. Maintenant, j'en ai marre d'être emmerdé par des putes qui font du porno. Maintenant, on va balancer la sauce. Il faut que les saloperies satanistes du camp d'en face tombent. Et donc, il s'est dit moi, j'ai jamais baisé un gosse, donc j'ai rien à perdre. Il faut qu'on lance le truc. Et je crois que c'est ça qui s'est passé, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on assiste à ce truc-là. Évidemment, on n'est pas au bout de nos surprises, parce que tu as deux agences, les deux principales agences de renseignement des États-Unis qui s'affrontent. Donc voilà. Alors Stéphane, tu as été franc-maçon. Oui, bah ça on le sait, oui. Alors, pour toi, est-ce qu'il y a une ramification justement entre ce que tu es en train de dire, tu me parles de l'affaire Epstein ou de l'affaire de Pizzagate, y a-t-il une ramification entre la maçonnerie et ces affaires? Alors je dirais, entre la maçonnerie, entre les hauts grades de la franc-maçonnerie, c'est possible. Mais de laquelle? Du rite écossais ancien et accepté. Mais attention, il faut être très prudent là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des 33e degrés qui participent à ces trucs-là, mais c'est accessoirement la franc-maçonnerie dans les derniers grades, elle devient clairement luciférienne à partir du 30e degré. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, il peut aussi très bien y avoir des gens qui sont pas francs-maçons et qui sont dans ces milieux. Simplement, il peut y avoir certains grands maîtres d'obédience des hauts grades qui sont également dans d'autres sociétés, dans clairement des sociétés satanistes qui sont des appendices de... Tout se tient là-dedans. Hein. Mais je ne dirais pas que la franc-maçonnerie est liée directement à ça. Je dirais que par contre, dans
de vieux francs-maçons de haut grade, etc. Oui, voilà. Mais ce n'est pas directement lié à ça. Le but de la franc-maçonnerie, c'est de transformer des goïms en esclaves d'Israël en passant par crachant sur Jésus s'ils sont chrétiens ou sur Allah s'ils sont musulmans, pour ceux qui sont assez fous pour aller jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire jusqu'au 30e degré. Après, il y a tout. Donc évidemment, on sait bien qu'il y a eu qu'il y a des satanistes dans la franc-maçonnerie dans les hauts degrés, mais il y a aussi des satanistes qui ne le sont pas, et tout ça évidemment est relié. Voilà, mais après... Quand tu dis Lucifer, quand tu dis elle devient luciférienne, tu veux dire elle devient satanique? C'est la même chose pour toi? Non, c'est pas la même chose du tout, mais ça, alors je sais que c'est pareil, on va rentrer là-dedans, personne ne va rien comprendre, puis après on va dire, regardez, il a dit que c'était pas la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. C'est pas pour dire que c'est bien, non, Lucifer, c'est pas bien. D'accord, Satan, c'est pas bien non plus. Voilà, maintenant, une fois que j'ai dit ça, pour que les mots du... Voilà, c'est pas la même chose, ni dans le réel, Lucifer, ça symbolise l'orgueil humain. Lucifer, c'était l'ange préféré de Dieu, il a chuté par orgueil. Lucifer, c'est l'orgueil de l'homme, par exemple. C'est des scientifiques qui n'ont pas peur aujourd'hui de faire des croisements entre des gènes humains et des gènes de porc. C'est des gens qui considèrent que notre intelligence d'humain, elle est telle qu'on n'a pas besoin de Dieu et donc on peut absolument tout faire. Injecter absolument toute l'intelligence humaine dans les machines, plus leur donner le libre arbitre jusqu'au moment où les machines se retourneront contre nous, de faire des croisements génétiques absolument improbables qui vont nous donner des choses qu'on ne peut même pas imaginer, et ça on est déjà dans le réel. Voilà, Lucifer, c'est ça c'est luciférien, c'est pas sataniste, c'est luciférien. Le satanisme, c'est l'adversaire, le satanisme, c'est donc de retourner tous les symboles chrétiens par exemple, ou musulmans, enfin c'est de retourner les symboles et d'essayer de faire adhérer à des choses dégueulasses des gens qui n'en sont pas toujours conscients. Mais c'est pas le même boulot. Le luciférianisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, le satanisme, ça passe effectivement par le rituel du sang, la souffrance, la souffrance, la torture, ces énergies-là qui sont réutilisées. La pédophilie aussi. Bah évidemment, la pédophilie, puisque dans tout leur livre, bien sûr, s'il n'y a pas un sacrifice d'enfant, voilà, donc c'est Moloch. Et c'est pas la même chose. On n'est pas dans la luciférienne. Voilà, non, le luciférianisme, c'est l'homme égale Dieu. L'homme est Dieu. L'homme est Dieu, voilà. Il n'y a pas de Dieu autre que l'homme. Ça, c'est luciférien. Et ça, c'est les hauts degrés de la franc-maçonnerie. Après, qu'il y ait des lucifériens satanistes, oui, sans doute. Mais je veux dire, c'est pas la même chose. Ah oui, mais c'est important de le dire. Hein. Bah oui, je le dis, parce que je sais, mais je le dis même plus tellement j'en ai marre, parce que ça passe pas. Et il y avait même un abruti qui avait écrit, comme j'avais dit, que c'était différent. Il avait dit, ah, vous voyez, il défend Lucifer. Je dis, oh, putain. Bon, voilà. Donc, voilà, ça veut dire deux choses différentes. Il peut y avoir des gens et lucifériens et satanistes, mais ce sont deux choses différentes. Et il peut aussi y avoir des francs-maçons qui ne sont pas dans ce rite, qui sont des francs-maçons qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce qu'on est en train de dire. Non, mais évidemment, mais ça j'ai déjà dit dans mon livre et partout. C'est même la majorité, on peut le dire. Bien sûr, c'est la majorité, parce que de toute façon, la majorité, c'est bien pour ça que mon livre les a gênés, parce que il y a beaucoup de jeunes francs-maçons ou de francs-maçons qui sont, je sais pas, apprentis compagnons, ou même jeunes maîtres, enfin, ou qui sont dans les premiers degrés, et qui se sont dit, ah merde, parce que je dis bien, je ne suis pas caricatural, les gens qui te disent, de toute façon, dès qu'on entre dans la franc-maçonnerie, on fait un pacte avec le diable, il faut être complètement débile pour dire ça, c'est encore les catastrophes, des faux de Léo Taxil qui sont encore utilisés aujourd'hui. Bon, par contre, oui, celui qui accepte le 30e degré, oui, là, il entre dans le luciférianisme, il n'y a plus de Dieu, il renie son Dieu, qu'il soit chrétien ou musulman, etc. Voilà. Mais avant, il se passe plein de choses, mais les gens sont manipulés. Puis il ne faut pas oublier le côté pratique de la franc-maçonnerie, c'est des pépettes aussi. Donc, mais tous les gens des premiers degrés ne savent rien. Il peut y avoir des gens très bien, il y a de tout. Il y a des gens bien, il y a des salauds, il y a de tout comme partout. Mais c'est simplement dans les hauts grades que tout se décide. Et encore une fois, les hauts grades de la franc-maçonnerie et du rite écossais ancien et accepté sont liés aux bénébérites, c'est-à-dire à la secte juive suprémaciste interdite aux non-juifs. C'est ce que j'ai prouvé dans le livre, et qui est évidemment complètement occulté. Et la plupart des francs-maçons ne savent absolument pas. Donc pour toi, le bénébérite est luciférien? Le bénébérite étant, et de toute façon, le bénébérite étant talmudique, il est forcément luciférien et sataniste, là pour le coup, là c'est les deux, parce qu'il suffit de lire le Talmud, voilà. Mais les hauts grades de la franc-maçonnerie manipulés par le bénébérite tendent à faire venir le plus possible de non-juifs dans la maçonnerie, au départ en lui cachant qu'elle est par essence juive, et en plus par essence talmudique, c'est encore autre chose, et progressivement,
le change, mais c'est très très lent, c'est un processus, il y a 3 fois 11 degrés, d'ailleurs le chiffre 11, 11 comme le 11 septembre, c'est-à-dire le dualisme, bon, les 11 premiers degrés, ensuite 12 à 22 et 22 à 33. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est ça, donc on en est là, mais la plupart des gens ne le savent pas et la plupart des maçons ne sont pas au courant. Il y a des rites maçonniques, même où il n'y a pas 33 degrés, il y a pas le système à 33 degrés n'est pas dans tous les rites. Bien sûr, il y a le rite écossais rectifié, etc. Alors, je ne dis pas, il y a peut-être des gens bien, des gens pas bien dans d'autres rites, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai bien expliqué qu'à chaque fois qu'il y a eu un scandale maçonnique, c'est un truc énorme, c'est vraiment des voyous, des trucs, c'est toujours le rite écossais ancien et accepté. C'est quand même pas un hasard. Maintenant, je me suis spécialisé là-dessus. Je connais aussi les autres rites, comment ils fonctionnent, mais étant donné que j'ai jamais vu un exemple d'un type qui est, je sais pas, au rite français, ou au rite émulation, ou au rite écossais rectifié, et qui s'est retrouvé dans un de ces scandales absolument incroyables, voilà, tous les présidents américains francs-maçons, c'est tous des 33e degré du rite écossais ancien et accepté. Tous les scandales qu'on a eu en France, on a caché des trucs sur le scandale sexuel, pareil. Des histoires à Nice ou ailleurs de francs-maçons qui ont volé des millions, enfin des magouilles financières. Encore une fois, rite écossais ancien et accepté, 33e degré ou 30e, enfin voilà, 30-33. Donc étant donné qu'on a vu que tout était relié à ça, c'est quand même relié à ce rite-là. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire, pour ceux qui vont nous écouter, en disant maintenant il est en train de nous dire non, la franc-maçonnerie c'est bien, mais pas le... Non, pour moi c'est pas bien de toute façon, parce que ça va quand même vers quelque chose qui à mon avis est mauvais, vu toutes les ramifications qu'on n'arrive jamais à connaître exactement. Mais c'est le rite écossais ancien et accepté qui est une catastrophe, et toutes les affaires et tous les scandales et tous les gens de haut pouvoir, parmi les juges, parmi les policiers, etc., parmi deux métiers qui devraient interdire de fait qu'on puisse appartenir à ça. Je veux dire, qu'un artiste ou un restaurateur, à la limite, soit franc-maçon, mais que des juges, quand on sait le serment de solidarité qu'il y a, les juges ou les policiers puissent être francs-maçons, c'est un truc qui me dépasse, ça me dépasse. Voilà un exemple de crime de haute trahison. Alors, est-ce qu'il faut faire interdire la franc-maçonnerie? Soit la faire interdire, soit, plus intelligemment... En politique, oui, peut-être. Non, exiger que les gens qui le sont le disent. Le disent, qu'on le sache, et que dans les milieux judiciaires et policiers, il soit interdit à un juge ou à un policier d'être franc-maçon. Ça me paraît quand même évident. Non, mais c'est évident. Même dans la politique, ça devrait être interdit. Évidemment, bien sûr. Mais on sait que la politique, de toute façon, ils sont tellement pourris qu'ils trouveront autre chose. Mais je veux dire, un type qui est policier, qui peut venir t'arrêter, et un juge qui va décider si t'es coupable et innocent, sachant comment fonctionnent les ramifications fraternelles et les fraternelles. Ce qu'on appelle les fraternelles, c'est encore pire, c'est quand 50 juges ou 50 policiers de différentes loges, différentes obédiences, différentes villes ou même différents pays vont se réunir. 50 juges ensemble qui vont se tirer la bourre pour savoir on va faire ça, on va faire ça. Mais je veux dire, c'est pas possible. D'où le fait que je dis, bon, interdire, pourquoi pas, moi c'est un tel degré que je pense qu'il faudrait l'interdire. Franchement, j'en suis là. Même Alain n'est pas aussi radical que moi sur cette position-là, mais il y a peut-être une autre solution, c'est pas de l'interdire, mais c'est de faire en sorte, si on n'a rien à cacher, on fait rien de mal, on peut savoir que tu es franc-maçon et on fait une loi pour empêcher que les juges et les policiers puissent être francs-maçons parce que leur métier implique que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, au minimum. Alors, donc Stéphane, pour terminer, pour toi, ce système, tous ces gens donc, qui tiennent la France, se servent aussi des réseaux maçonniques dont tu parles, c'est ça? Ah bah clairement, tu as même entendu François Hollande quand il était président qui disait il faut passer par la franc-maçonnerie. Voilà, ouais. Et donc pour toi, quel est leur but final? Je veux dire, il y en a beaucoup qui disent ils suivent le Talmud, d'autres disent non, ils sont messianiques, est-ce que c'est la même chose? Et au final, s'ils sont messianiques, quel sera leur messie? Alors le problème c'est pas ça, le problème c'est la structure de la franc-maçonnerie n'a pas toujours été ça. C'est comme un ver de terre, hein. La franc-maçonnerie, ça se nourrit avec ce que tu lui donnes. Comme la franc-maçonnerie depuis 1710, à peu près, hein, depuis les années pré-révolutionnaires, a été complètement la maçonnerie opérative, qui était maçonnerie de constructeurs de cathédrales, de mathématiciens, tout ça, on dégage, et c'est devenu les banquiers, les usuriers, les hommes politiques, la corruption, etc. Depuis 1710 où ça a commencé, et puis 1723, on va pas faire l'histoire,
Donc là, on est dans un groupe de pression, dans un lobby de voyous qui ne profite qu'à quelques-uns. Cette maçonnerie pour la rendre aussi... C'est pas compliqué. Pour la pervertir. Les banquiers juifs, soyons très clairs, j'emploie bien le mot, les banquiers juifs, c'est parce que je le dis, parce que c'est tout à fait prouvable, personne ne peut dire le contraire, ça les énerve, mais je veux dire, on a toutes les preuves. Les banquiers juifs, pour faire tomber le christianisme, pour faire tomber le roi, pour faire tomber quand même un système qui refusait l'usure, et pour imposer à toute l'Europe, et ensuite aux États-Unis, bon, on n'était pas encore là, pour imposer l'usure, il fallait faire tomber tout ça. Parce que bien que les rois de France n'étaient pas musulmans, c'était un petit peu la même chose. L'usure, c'est pas bien vu. Hein, voilà. Je rappelle, dans le Coran, c'est interdit, mais encore un lien entre la France ancienne, catholique et des rois, etc. On n'employait pas l'usure. Bon, ils voulaient faire tomber les dernières dynasties chrétienne qu'il y avait et voulait imposer l'usure absolument partout. Bon, il y a eu la Révolution française, on a vu le résultat et on a vu l'usure apparaître partout. Ces banquiers juifs ont infiltré la franc-maçonnerie au début des 1710, etc. Tout ça s'est préparé, j'explique dans mon livre très, très clairement, jusqu'à la Révolution française. Et puis ensuite, bon ben voilà, c'est fait, c'est fini, c'est tout. Et on est toujours dans ce système-là, ce que cet imbécile de Mélenchon appelle les Lumières. Là, voilà. Les Lumières laïques d'ailleurs, hein, c'est très laïque. Voilà. Donc on en est là, mais la maçonnerie n'a pas toujours été ça, puisque, voilà, mais étant donné qu'elle a été ce qu'on appelait la maçonnerie opérative d'avant 1700, qui était constituée avant tout, je disais, de tailleurs de pierre, d'ouvriers du Tour de France, de mathématiciens, de constructeurs de cathédrales, bon... on est passé à ce qu'on appelle la maçonnerie spéculative. Ben, c'est le cas de le dire, ça spécule dur. Voilà. Quel est leur but, ces spéculateurs? Leur but, c'est de tenir, pour quelques élus, de tenir un système qui ne puisse en aucun cas être changé, parce qu'ils ont des ramifications absolument partout, et que surtout, évidemment, les dernières marches, marches du dessus de la pyramide soient le plus possible invisibles. C'est pour ça qu'ils détestent quand on parle d'eux, et c'est pour ça que quand on arrive à prouver que le bénévérite est au-dessus même des grands maîtres qui sont juste des clowns, hein, les 33e de la franc-maçonnerie, ils leur servent, hein, c'est tout. Après, ça se passe au-dessus, mais personne ne le sait. Donc, c'est ça le problème. Donc, ils sont des gens qui, par tous les moyens, veulent rester invisibles. Et il leur fallait un système qui leur permette. C'est bien pour ça qu'ils ont repris aussi ce symbole de la pyramide, qui au départ est un très beau symbole. Bon, c'est comme le symbole de la Trinité. Les 3 points des francs-maçons, bah, c'est quoi ? Ils reprennent des symboles pour les salir, ils ont toujours fait ça. C'est comme l'étoile de David, c'était pas l'étoile de David, c'était Hermès Trismégiste, enfin bref. Donc c'est toujours la même chose. Ils ont pris le contrôle de la franc-maçonnerie, qui n'a rien à voir maintenant avec ce qu'elle était évidemment, et au-dessus de ça, de manière complètement cachée, ils tiennent absolument toutes les ficelles, par toutes les manières possibles, avec des ramifications avec d'autres sociétés, avec le Mossad, avec Tzahal, avec des milieux satanistes, avec des milieux pédophiles, et tout ça, ça travaille ensemble. Et puis, si de temps en temps, parmi les politiques, il y en a un qui oublie qu'il est leur esclave, bah, tout de suite, il va y avoir une affaire de cul qui va ressortir, parce qu'ils ont tous les dossiers. Enfin, c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que le système tient. Donc, ils sont satanistes. Est-ce qu'on peut dire pour toi que leur messie sera Satan? Ah, bien sûr. Ah, bah, là, oui, bien sûr. Satan ou Lucifer? Enfin, non, Satan, là, c'est pas Lucifer. Non, Lucifer, ce que j'ai dit, c'est l'orgueil. Là, pour le coup, le Messie, c'est l'antéchrist. Leur Messie, c'est l'antéchrist. En termes de Kabbale, leur Messie, c'est le serpent. Quand on fait de la guématrie, c'est-à-dire qu'on attribue les valeurs des lettres hébraïques le mot serpent dans la Genèse, hein, le serpent, et le Messie attendu, Mashiach, etc., c'est la même chose. D'accord. Mais ça, il n'y a que les kabbalistes juifs qui le savent, ou des gens comme moi qui ne sont pas juifs et qui n'étaient pas kabbalistes, mais qui ont voulu absolument comprendre ce qu'il y avait de caché derrière tout ça, et j'ai passé quand même plus de 15 ans à travailler là-dessus. Donc voilà, c'est très clairement l'antéchrist, le serpent, enfin, ce qui va détruire, voilà, c'est le serpent et le Messie attendu, c'est le même. Alors après, les gens concluent ce qu'ils veulent. Donc, j'allais dire le mot de la fin, tu es plutôt pessimiste sur l'avenir proche du monde. Oui, bah évidemment, de toute façon, la Troisième Guerre mondiale, elle a déjà commencé, en fait. Hein. Tout le monde, j'ai des gens qui me demandent, parfois, ils m'envoient un message en privé en me disant, vous qui avez des notions kabbalistiques autres, la date de départ de la Troisième Guerre mondiale, elle a déjà commencé depuis longtemps. C'est une guerre qui ressemblera à aucune autre. Elle a déjà commencé. Vous avez de faux migrants qui arrivent partout.
vous avez une crise économique organisée par les Rothschild depuis longtemps, qui va péter à la gueule de tout le monde. On ne sera pas très loin des films des zombies de George Romero, là, ça va être absolument terrifiant. Et on aura, je pense que si les gens n'arrivent pas à comprendre que ça puisse arriver, on arrivera, comme dans ces films-là, à voir les milliardaires et les élus sur une île ou un endroit totalement inatteignable avec des dizaines de milliers de soldats qui les protégeront et le peuple affamé de l'autre côté qui s'entretuera. On va en arriver là. Mais comme les gens manquent à la fois d'intelligence et d'imagination, moi je renonce même à leur dire, puisqu'ils préfèrent tous considérer que l'autre est l'ennemi, que le musulman est l'ennemi, que celui qui n'est pas comme toi est l'ennemi, sans voir vraiment la violence et la perversion de ce qui est en train de se passer. Ils ne veulent pas d'alliance contre le mal, ils considèrent que le mal c'est leur voisin, qu'ils aillent se faire foutre. Pour ça, j'ai plus vraiment d'espoir, et c'est pour ça que je préfère, que je me sens mieux, même physiquement, dans un pays comme la Turquie, où les gens parlent encore, et moi j'ai vu ça quand il y a eu cette tentative de coup d'État. Il ne faut pas croire que ce sont que les gens qui sont pro-Erdogan qui sont sortis. Tous ceux qui ont compris, évidemment, tous les pro-Erdogan sont sortis, mais quand ils ont vu que leur pays était attaqué de l'extérieur, même des gens qui peuvent s'engueuler dans la journée parce qu'ils ont des opinions politiques différentes, quand il arrive un truc grave, les mecs ils sont ensemble, hein, ils vont se battre ensemble et ils se soutiennent. C'est un truc qu'on a oublié en Europe. On nous a tellement divisés, on arrive même à se foutre sur la gueule entre carnivores et véganes. J'ai vu que même dans les milieux LGBT, des lesbiennes et des trans se battaient. Et je veux dire, demain, ça sera quoi? Et tout ça au nom de l'unité, de l'antiracisme. C'est magnifique, extraordinaire. On a 1 milliard de communautés maintenant qui se foutent sur la gueule. Tu penses que LGBT, islam, ça peut aller ensemble, honnêtement? Ah bah bien sûr que non. Bah voilà. Ah bah non, mais nous, mais de toute façon, en Turquie, on est absolument c'est contre ça. Enfin, sauf, évidemment, l'extrême gauche, pareil, financée par Soros. Ouais. Mais pour nous, on sait très bien, en Turquie, il n'y a pas d'homophobie, il y a des couples gays, etc., vivent normalement, personne ne va les emmerder, mais quand ils essayent de se servir de leur appartenance sexuelle pour essayer de créer un truc politique dont on sait très bien à quel point il pue, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, et on a vu en Europe, hein, après le mariage gay, après on achète les enfants, après la pédophilie, après la zoophilie, comme en Norvège. Non, ça ici, ils ont bien compris, ils ne veulent pas de ça. Donc chacun vit comme il veut, mais on ne va pas commencer à se servir de ces particularismes, de savoir qui on baise, ce qu'on bouffe ou autre, pour essayer d'entrer dans un débat politique et faire dévier ce que le pays est en train d'essayer de faire. Donc ça, ici, ça ne marche pas, ils ont encore cet instinct. Qu'est-ce que tu dirais en 2 mots aux gens qui t'écoutent là? En 2 mots, je leur dirais, écoutez, déjà venez visiter la Turquie si vous ne l'avez pas fait, et puis je leur dirais, si vous êtes en France, je ne veux pas donner que des mauvaises nouvelles non plus, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas optimiste. Je dirais simplement, par exemple, il y a des gilets jaunes qui nous écoutent, je l'ai déjà dit, profitez de ce que vous rencontrez en permanence entre citadins, paysans, etc. Trouvez un moyen direct de communiquer, un moyen direct d'échanger des produits, court-circuiter les Leclerc, les Carrefour qui se foutent de votre gueule et qui nous ruinent. Faites en sorte de pouvoir acheter directement du producteur au consommateur, parce que les deux se font baiser, les agriculteurs se pendent, en même temps les citadins ne peuvent plus acheter, etc. Profitez de ce mouvement-là, pour ça, ce sera beaucoup plus efficace que de crier Macron démission, même si je ne peux évidemment pas le blairer, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça le problème. Donc déjà ça, et puis essayer de penser qu'il faut absolument qu'on rétablisse le crime de haute trahison. C'est le seul moyen de pouvoir petit à petit faire peur aux élites dégénérées qui ne veulent que votre mal et qui vont vous réduire à néant, quoi. Parce que c'est très bien qu'on en est là. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose à tout ça? Écoute, non, je rajouterais simplement que moi j'ai aucun préjugé sur personne en tant que race ou autre, etc. Mais que il y a un moment, il faut choisir son camp. Et quand on voit face à quoi on est, que ce soit des catholiques, des musulmans ou des juifs, etc., il faudra bien qu'ils choisissent leur camp. À un moment donné, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je crois que là, vu ce qu'on va tous se prendre dans la figure, je pense que même les juifs qui ne font pas partie de cette mafia de salopards du CRIF et autres ont intérêt à comprendre un peu ce qui se passe. Je pense que l'affaire Yann Moix a été suffisamment révélatrice. Je pense pas, je le sais, qu'il y a beaucoup de juifs de France qui commencent à se dire mais c'est quoi ce bordel? Parce que nous, on le savait depuis le début, tout ça. Ils ont qu'à aller demander à M. Bernard-Henri Lévy, voilà.
Parce que en temps de guerre, en temps de collaboration, c'est pas des gens comme Soral ou moi ou autres qui allons aller faire des listes et donner des juifs. Par contre, Yann Moix, je pense que là c'est clair pour tout le monde. Seulement Yann Moix, qui l'a mis devant la scène, n'est-ce pas, c'est Bernard-Henri Lévy. Alors, quand ils auront compris que ces gens sont des malades mentaux, les BHL, les Attali, etc., qu'ils auraient tout intérêt, à la fois comme Français et comme Juifs, à un peu ouvrir leur gueule pour dire ça suffit et plutôt venir avec nous, ou en tout cas de ce côté-là, pour que tout le monde ne fasse pas l'amalgame, parce que l'amalgame c'est de leur faute, ça je le dis clairement. S'ils ne veulent pas être amalgamés, il faut qu'ils critiquent ces gens-là. Et malheureusement, on ne l'entend pas. Donc moi, je leur conseillerais amicalement de commencer à un peu lever le ton contre des gens comme BHL, Attali et autres. Ça serait d'abord très respecté d'un côté, ça serait plus intelligent et pour eux et pour nous et pour tout le monde, parce que c'est dangereux. J'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que Dieudonné et Soral sont antisémites, toi? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais c'est pareil, alors les gens vont dire, ah, bien sûr. Non, c'est-à-dire qu'il faut remonter à la source, il faut savoir ce qu'ils ont vécu, il faut savoir ce qu'on a vécu pour comprendre. Ouais. Je veux dire, Dieudonné, tout le monde sait qu'il a commencé, il était manipulé, il était à l'extrême gauche, antiraciste, anti-tout, enfin voilà. Mais et puis, simplement pour avoir fait un sketch, il s'est pris des menaces d'une violence inouïe sur lui, sa famille, le boycott, salaud, enculé, machin. Il n'avait rien fait du tout, le gars. Et il l'aurait lâché, ça serait arrêté tout de suite. Mais ils lui ont fait des choses tellement inimaginables qu'évidemment, quand tu te fais agresser, tu réponds, puis ça monte. Ça s'est toujours passé comme ça. Parce qu'ils m'ont fait aussi pareil. Et Soral, c'était la même chose. Alain, c'était la même chose. Mais effectivement, ça crée on va dire, pas une judéophobie, mais voilà, on se méfie par force des choses. Et quand on voit des gens qui utilisent des méthodes pareilles, on aurait bien aimé avoir plus de compatriotes juifs avec nous. Malheureusement, la plupart, pour des raisons souvent, on ne se critique pas dans la communauté. Oui, mais t'es français avant tout, voilà. Si t'es plus juif que français, il faut aller en Israël. Si t'es plus français que juif, il faut venir avec nous et personne, tu risques rien. Mais des BHL et des gens qui sèment le chaos dans le monde entier ont rien à foutre ici. Et il faut que les juifs de France le leur disent aussi. S'ils veulent pas être justement assimilés, s'ils veulent pas qu'il y ait d'amalgame, parce que c'est devenu un mot à la mode, c'est à eux de lever l'amalgame. Il est peut-être jamais trop tard. Espérons-le. Écoute, Stéphane, merci et bon courage. Merci à toi aussi. Allez. Et à bientôt à Istanbul.